Alors nous commençons aujourd'hui le cours de philosophie de la nature, qui est 5e cours. Alors je vous préviens, comme les cours précédents, c'est encore un cours un peu ardu, pour que ne vous découragez pas. D'une part, c'est un cours ardu, d'autre part, c'est un cours qui demande aussi un certain nombre de connaissances et qui fait appel à un certain nombre de notions plus techniques et plus scientifiques. Donc certains sont moins concernés. Après ça, on parlera de l'homme, on parlera de la morale, et là, vous sentirez beaucoup plus touché dans vos fibres intimes. Mais ne vous découragez pas, c'est ce que je veux vous dire. Alors, pour parler de la philosophie de la nature, je fais d'abord, en 3 parties, je vais d'abord vous faire un rapide historique des débuts de la naissance de la philosophie de la nature. C'est assez intéressant à plusieurs points de vue. En un deuxième temps, en fait, on n'aura quasiment pas le temps, je pense, mais je vais quand même très rapidement vous brosser ce que c'est que la philosophie de la nature, donc faire un panorama avec en TGV, quoi, ça va être très rapide. Et puis, après ça, enfin, on essaiera de répondre, en nous étalant un peu plus, aux 2 questions qui ont été posées pendant le TD, qui vous ont suffisamment angoissé pour justifier un embryon de réponse. Alors, d'abord, comment est née la philosophie de la nature ? Pour ça, je vais vous faire un historique rapide, mais si possible quand même qui vous donne la substance, de la naissance de la philosophie et de la naissance de la philosophie en Grèce. Je sais très bien, Jaspers nous en parle, qu'il existe aussi, à côté de la philosophie occidentale, il existe une philosophie hindoue et une philosophie chinoise. Nous limitons autour du bassin méditerranéen, et aussi par certains côtés, cette philosophie est une philosophie plus paradigmatique, plus exemplaire. Alors, pour expliquer la naissance de la philosophie, il faut, je crois, s'inspirer d'une parole étonnante d'Aristote dans sa métaphysique. Il nous dit ça qu'il faut toujours garder dans vos esprits, et qui est très étonnant, c'est un mystère profond d'ailleurs, qui est que le début de la philosophie, pendant les 3 premiers siècles, on pourrait dire même les 5 premiers siècles, ça commence au 6e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, le début de la philosophie, qui s'étale sur 5 ou 6 siècles, est l'équivalent de la naissance de l'intelligence des choses chez un seul homme. On voit finalement déplier en 5 siècles ce qui se passe chez un homme en une vie lorsqu'il veut commencer à comprendre la réalité. Donc on va assister en très ralenti au processus à la fois de questionnement et de réponse. Alors c'est très pédagogique de ce point de vue-là. On va voir l'intelligence qui va petit à petit éclore et résoudre ces questions. On ne fera que la première partie, que l'enfance. Alors la philosophie d'abord, elle est née en Grèce, on peut le dire, c'est pas par hasard. La philosophie n'est pas née chez les Esquimaux, elle n'est pas née en Afrique. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des raisons très prosaïques, très socio-économiques, c'est que lorsqu'on chasse l'ours blanc toute la journée, lorsqu'on pense qu'à se réchauffer, on a d'abord quelques difficultés à pouvoir écrire, et par ailleurs aussi quand on crève de chaud, on n'a pas non plus beaucoup de temps à penser à écrire. Je pense qu'il faut des conditions optimales. Le grec qui a un pagne autour des reins, qui se nourrit de figues, peut commencer à avoir du temps pour réfléchir. Il faut de la gratuité pour réfléchir. La mère de famille qui a 10 enfants, c'est un fait qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir aux grands problèmes métaphysiques. Et cette gratuité toute simple fait que la philosophie, comme dit Hegel, d'ailleurs Hegel montre bien qu'elle est née autour du bassin méditerranéen. D'ailleurs pas seulement la philosophie, l'art aussi est né là, la politique est née là. Tout le monde connaît le livre de Noah Kramer, Salem Noah Kramer. L'histoire commence à Sumer. Sumer, c'est aussi autour du bassin méditerranéen. Même d'ailleurs que c'est comme un cœur, on pourrait dire. Très étonnant même du point de vue de la symbolique géographique. Alors donc, la philosophie est née là, lorsque les pâtres grecs ont eu le temps de regarder le cosmos, parce que la philosophie, bien souvent, naît de la contemplation du ciel. Les astronomes sont des contemplatifs. Et oui, étymologiquement, c'est amusant de se rendre compte que lorsqu'on ne regarde plus le ciel, on ne regarde plus les astres, eh bien c'est le désastre. Et c'est l'étymologie du mot d'ailleurs, désastre. Par contre, lorsqu'on regarde les astres, en latin ça se dit sidus sideris, on est sidéré. Ouais, ça nous sidère. À ce moment-là, on regarde, on est saisi. Alors donc la philosophie est née chez les Grecs du fait de cette gratuité, du temps qu'ils avaient à passer.
Et c'est important pour nous aussi, cet espace de gratuité qu'il faut toujours réserver dans nos vies. Toujours. Vous faites des choses, donnez-vous, quoi que vous fassiez, je veux dire, un petit temps pour lire, un petit temps pour ceci. C'est ce qui fait la beauté de la vie d'ailleurs, la gratuité. Alors, plus concrètement, maintenant, on va voir comment les questions se sont posées. Alors, il y a d'abord eu un stade plus mythique. Il y a eu les deux grands mythologues qui étaient Homère et Hésiode. Ça, c'est au 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, c'est la philosophie, mais très, très embryonnaire. C'est quand même tout enrobé de figures et d'images. La philosophie commence proprement avec ce que l'on appelle l'école de Milet. M-I-L-E-T. Ça commence au 6e siècle, là, l'école de Milet. Et la question que va se poser l'école de Milet, on va voir après qui c'est la première question que se pose un enfant, la première question qu'on se pose en face de la nature, c'est quoi? C'est en quoi c'est fait? Alors, observant la réalité, la première question qui naît, et la plus immédiate, la plus évidente, la plus perceptible, c'est de quoi c'est fait? Et il y a 3 philosophes qui sont Thalès, Anaximandre et Anaximène, je vais les repasser en vue, ont essayé de répondre à la question. Alors d'abord Thalès. Thalès, on le connaît parce qu'il nous a fait transpirer sur un certain théorème, c'est des bons souvenirs. C'est 640-546, mais ça c'est pas indispensable de le noter. Alors Thalès, lui, il dit en quoi c'est fait? La nature, elle est faite à partir de l'eau. E-A-U. À partir de l'eau. Alors pourquoi il disait ça? Ça paraît naïf, mais en même temps c'est prodigieusement génial. C'est le premier qui cherche à avoir une vision unitive des choses. Avant, on regardait, on se posait pas de questions. Lui, il regarde et dit mais qu'est-ce qui explique que toutes choses sont? Il dit c'est l'eau. Pourquoi? Parce que tout vient de l'humide. Tout vient de l'humide. Il ne fallait pas lui parler sèchement à ce monsieur. Tout vient de l'humide. Et on se rend bien compte que, apparemment, la vie a l'air de venir de l'eau, et puis, de l'humide vient le sec, en même temps, la chaleur aussi vient de l'humide, etc. Et donc, lui, il pense que tout vient de là. Et donc, l'eau est l'élément primordial. On peut voir tout ce que ça implique comme connotation mythologique. Alors, ça fait sourire, mais c'est une première intuition unitive. Et là, on a vraiment affaire au premier philosophe. D'ailleurs, ils ne disaient pas philosophe, eux, carrément, ils disaient sage. C'est après, avec Pythagore, qu'ils vont être plus modestes, Bon, il disait d'autres choses aussi, il disait que tout est plein de Dieu, mais ça ne nous intéresse pas immédiatement. Alors là, donc, Thalès. Ensuite, après Thalès, il y a un certain Anaximandre, A-N-A-X-I-M-A-N-D-R-E. Toujours de l'école de Milet. Milet, c'est pas vraiment la Grèce comme on l'entend, c'est ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est autour. Bon, il y avait à la fois le côté de la mer Égée et du côté de la Sicile. Alors Anaximandre, lui, il dit non. Le principe, c'est pas l'eau, mais le principe matériel, c'est ce qu'il appelle l'apeiron, en grec, c'est l'indéterminé, l'infini. Toutes choses viennent d'un principe indéterminé. Toutes choses adviennent à partir de là, alors par condensation ou bien par séparation. Une espèce de vaste protoplasme, une espèce de la gélatine, c'est un petit peu ça pour lui dans sa tête. Et puis à partir de là, il y a quelqu'un qui vient avec un pot pour l'arbre, un pot pour l'homme, un pot pour ceci, et ça se sépare. Et donc, la question qui se demande simplement, c'est comment c'est fait? Il dit, ça vient d'un principe indéterminé. Alors, il dit la même chose, donc, globalement que Thalès, mais il rajoute un petit quelque chose déjà, c'est qu'il se rend compte que, pour que les choses deviennent, il faut en plus qu'il y ait une certaine contrariété, entre le dense et le rare, entre le dense et le rare. Il faut qu'il y ait une certaine contrariété pour que les choses puissent apparaître. L'air, c'est plus rare que l'eau, qui est plus dense. Bon, ça balbutie, ça nous fait sourire. C'est prodigieusement génial. Parce que ça avance. Avant, on n'a rien dit. Troisième personnage, Anaximène. Les autres des noms, c'est pas des noms qu'on donnerait à nos enfants, je vous conseille pas. Alors, Anaximène, lui, il a vécu un petit peu plus proche de nous. Il disait, le principe, toujours se posant la question en quoi c'est fait, il dit le principe, c'est plus l'eau, c'est pas l'indéfini, c'est l'air. Vous avez les 4 éléments, c'est l'air. Alors lui, il raisonne comme ça, il se dit, l'homme, c'est comme un raccourci d'univers, l'homme, il y a toute la nature qui est dans l'homme. Or, comment l'homme vit? Eh bien, l'homme vit par son souffle. On dit bien quelqu'un qui rend son dernier souffle. Donc, ce qui est constitutif de l'homme, c'est son souffle, donc c'est l'air. Donc il dira, toute chose est faite à partir de l'air.
Et là aussi, il dira les choses se font par condensation et par rétraction. Même processus. Donc les trois, finalement, se sont posés la question de savoir qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que l'univers, et ont répondu à partir de en quoi c'est fait. Ça, c'est donc le premier temps. Mais ça ne suffit pas. On se rend compte que la réponse est un petit peu courte. Il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens. Alors, va apparaître après ça une deuxième grande école grecque, historiquement donc apparaît après, qui est l'école de Crotone. Tout le monde connaît le million de Crotone. Il est surtout connu par son grand représentant qui est Pythagore. P-Y-T-H-A. Crotone, c'est C-R-O-T-O-N. Et là, la grande question qui vont se poser, en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas un ordre qui sculpte les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un ordre dans les choses? Pour l'instant, on a vu en quoi c'est fait, mais je dis, ça suffit pas. Il faut qu'on se pose une question de plus. Alors, qui était Pythagore? Pythagore est un très grand bonhomme. Pythagore avait, pourrait-on dire, les trois génies. Il y a trois génies qui, généralement, sont distribués dans des personnes différentes, qui sont d'une part le génie scientifique, le génie mystique et le génie philosophique. Il y a quelques-uns qui l'ont. Un certain Pascal, Blaise Pascal avait les trois. Mais en général, et lui avait les trois. D'abord, Pythagore est un homme religieux. C'est d'abord quelqu'un qui avait un sens mystique très très affiné. Sa doctrine vient de l'orphisme, qui est un courant mystique dont on ne sait pas trop l'origine. On pense qu'elle peut monter aux Indo-Européens. Et donc il avait été initié au mystère orphique. C'est pour ça que Pythagore tenait notamment à la doctrine de la dualité du corps et de l'âme, par exemple. Bon, ça c'est un peu accidentel à ce qu'on veut voir. Ensuite, Pythagore est un scientifique. Ça nous intéresse. Pythagore, c'est celui qui a découvert l'harmonie comme fondement de la musique. Pythagore a découvert que lorsque vous prenez une corde, vous la pincez, ça donne une note. Vous prenez exactement la moitié de sa longueur et vous la pincez, ça donne un autre son qui est le son de l'octave d'au-dessus. Et vous prenez encore la moitié, ça donne le son de l'octave au-dessus. Si vous prenez un tiers, par contre, ça donnera la quinte. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait une harmonie dans les bruits et qu'il y avait une harmonie qui était quantifiable. Les sons n'apparaissaient pas au hasard. Il y avait un ordre dans les sons. C'est l'expérience qu'on peut faire avec un piano. Quand on appuie sur la pédale, ça défait les étouffoirs. Quand vous appuyez sur une note grave, ça fait résonner toutes les harmoniques, donc toutes les octaves au-dessus. Vous verrez les autres cordes qui vibreront. C'est une expérience intéressante à faire. Et donc, Pythagore a découvert ça. La musique. Et il s'est dit, mais ce qui est valable pour la musique, pour les cordes musicales, pourquoi ça ne serait pas valable pour le reste? Et finalement, il se dit, mais observons, c'est aussi valable pour les astres. L'harmonie qui est valable pour les choses toutes simples, les réalités sonores, peut aussi s'appliquer à l'astronomie. Et finalement, Pythagore se rend compte que, lorsqu'on regarde notamment les différentes sphères parcourues par les différents astres, il se rend compte qu'il y a une harmonie aussi astronomique, et donc tout est plein de nombres. Et pour Pythagore, finalement, ça c'est Pythagore philosophe, Pythagore va dire que l'essence de la réalité est dans le nombre. Puisqu'il y a du nombre partout, tout est nombre. Ah, ça c'est un grand raisonnement. C'est le grand raisonnement du réductionnisme, ça. Puisqu'il y a X dans tout, tout est X. Puisqu'il y a du nombre partout, tout est nombre. Marx. Puisqu'il y a de la matière dans tout, tout est matière. Ben oui, mais c'est un peu court. Alors donc, mais l'intuition est quand même profonde, il va se rendre compte que pour expliquer la nature, il ne suffit pas seulement de dire en quoi c'est fait, mais aussi d'expliquer qu'il y a un ordre, qu'il y a une harmonie. Et ça, c'est vraiment une trouvaille. Alors à partir de là, il va dire que, c'est très amusant, parce qu'il va dire que les nombres se répartissent en paires et en impaires, et toute réalité aussi va se répartir comme ça. Alors le pair correspond à la réalité imparfaite, et l'impair à la réalité parfaite, parce que le pair, c'est ce qu'on peut diviser, alors que l'impair, ça ne se divise pas, donc en l'occurrence, c'est quelque chose d'assez insaisissable, donc une certaine perfection. Alors après ça, il va mettre tous les couples du genre, donc sur mes pairs, pair, impair, naturellement du côté des pairs, il y aura la femme, du côté de l'impair, il y aura l'homme, bien évidemment. C'est comme ça qu'il répartit, puis il répartit tout comme ça. Bon, ça peut faire sourire au niveau de l'application concrète, mais du point de vue de l'intuition de fond, il y a encore un pas qui est franchi. Donc on a découvert qu'il y a un ordre dans les choses. Ça ne suffit pas. Il faut encore faire un nouveau pas. Alors on va quitter Pythagore, et on va arriver
la grande question maintenant qui va se poser, la question du mouvement. Jusqu'à maintenant, on a expliqué comment les choses sont faites, mais le mouvement. Il y a du mouvement dans les choses. Comment expliquer le mouvement? Et là, il va y avoir deux grands philosophes qui vont s'opposer. Le premier, vous les connaissez tous les deux d'ailleurs de nom, le premier s'appelle Héraclite. H-E-R-A-C-L-I-T-E, qui habite Éphèse. C'est un Éphésien, Héraclite. On verra le deuxième après. Alors Héraclite, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il fait vraiment la découverte, mais on pourrait dire c'est le choc en face. Hein. Il fait la découverte du mouvement. Il est tellement bouleversé par le mouvement qu'il va dire tout est mouvement. Il y a du mouvement partout. Alors si on remonte un petit peu plus loin, lui dira que les choses sont faites non plus à partir de l'eau ou à partir de l'air, mais à partir du feu. Alors justement, comme le feu est tout mouvement, tout devient à partir du feu, dit-il, et tout devient à titre conflictuel. À partir du feu, tout va devenir, mais en guerre intestine, en lutte permanente. Ça, c'est l'intuition d'Héraclite. C'est comme on dit, le pantarei, tout coule. Vous connaissez la parole d'Héraclite qui est jamais un homme ne descend et ne se plonge dans le même fleuve. Jamais un homme ne se plonge dans le même fleuve 2 fois de suite. Le fleuve a coulé et tout a coulé, tout a changé. Tout est toujours différent. Intuition profonde, très profonde, mais qui est ruineuse à la fin, bien sûr. Hein. Parce que si tout est mouvement, il n'y a plus rien qui dure, mais le mouvement lui-même va bouger. Alors qu'est-ce qui peut me permettre d'affirmer que c'est justement Héraclite qui se baigne et que c'est donc le même Héraclite hier et demain? Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? C'est la question. Parce que si tout bouge, il n'y a plus rien de permanent, mais à ce moment-là, le mouvement lui-même va disparaître et va devenir évanescent. Alors, ça c'est la doctrine d'Héraclite. Et puis face à ça, il y a quelqu'un d'immense qui va se dresser, qui s'appelle Parménide. Lui, il habite Élée. Alors, Élée, E-L-E-E. C'est pas ça, Élée. Hein. Les Éléates, c'est Parménide. Alors lui, Parménide, va prendre exactement le contre-pied d'Héraclite. Parménide, la Heidegger ne cesse pas, ne tarit pas d'éloges quand il parle de Parménide. Parménide, lui, va faire une découverte encore plus fondamentale. Il va dire, le mouvement, qu'est-ce que vous me racontez le mouvement? Mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est l'être. Il va nous dire quelque chose de très simple. Il va nous dire, l'être est. Ça, c'est un gros truisme, mais vous allez voir ce qu'il en déduit. L'être est. Parménide, c'est celui qui fait la découverte que, au-delà de toute la diversité, en effet, je peux parler de l'arbre, de la fleur, des astres, du fleuve, etc. Au-delà de tout ça, on peut dire l'arbre est, la fleur est, le fleuve est, etc. Donc il y a quelque chose de commun qui est l'être. L'être est. Alors de là, il va déduire un certain nombre de choses qui sont tout à fait étonnantes. On étudiera un texte de lui au cours de métaphysique, parce que c'est quand même quelqu'un d'immense. Il dira, si l'être est un. Si l'être est un, ben voyons un petit peu comment ça se réalise. Enfin, justement, prenons une réalité qui bouge. Vous êtes assis. Très bien. Maintenant, vous vous levez, vous êtes debout. Mais si vous êtes debout, vous n'êtes plus assis. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait du non-être assis. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait du non-être. Parce que s'il n'y a pas de non-être, il n'y a pas de mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement de A à B. S'il y a un mouvement de A à B, je suis en A et je ne suis pas en B. Si je suis en B, je ne suis pas en A. Donc, le être en A implique un non-être en B. C'est le raisonnement. Alors, puisque lui a posé au point de départ une espèce d'être massif, compact, l'être est, donc le non-être n'est pas. Si l'être est, le non-être n'est pas. Si le non-être n'est pas, la conséquence quand il y a Parménide qui nous étonne beaucoup, mais qui est très très logique, le mouvement, comme il y a du non-être, le mouvement n'existe pas. Bon, vous souriez. Mais il est parfaitement cohérent. Et puis il veut dire, il faut répondre à la question. L'être est, le non-être n'est pas, le mouvement n'existe pas. Alors beaucoup de choses ce n'existe pas, parce que la multiplicité n'existe pas. Parce que si la multiplicité existe, ça veut dire que vous n'êtes pas votre voisin. Donc il y a du non-être quand il y a de la multiplicité. Parce que le multiple implique
ce qui est dans le multiple n'est pas ce qui est à côté de lui. Donc, le multiple est pure illusion. Là-dessous, d'ailleurs, vous voyez un petit peu une des racines de la philosophie hindoue. La pure illusion. En tout cas, donc, l'intuition de Pythagore, qui est quand même très profonde, c'est cette unicité, ce caractère très, très fondamental et irréductible de l'être, hein, qui va être l'intuition, donc, qui va construire toute sa métaphysique. Alors, si vous voulez, il est comme ébloui par la découverte de l'être, il ne voit plus que ça. Et il faut, je crois, quand vous reprendrez le cours, parce que j'imagine que vous le reprenez très régulièrement, un petit conseil, hein, je pense que pour que ça porte du fruit, il est bon de voir 1 heure, ou même 2 heures, ça sera encore mieux, la semaine, le cours que l'on a vu. Hein. Je crois que c'est important, parce que sinon ça ne rentre pas. Et je crois que si vous le reprenez, arrêtez-vous à chaque étape, et étonnez-vous aussi, comme celui qui a découvert ça. Mais oui, l'être. Un beau jour, il faut que vous fassiez cette expérience-là, il y a de l'être. Ça, c'est l'expérience métaphysique par excellence. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait cette expérience-là, qui auraient simplement la matière existe, il y a ma chenille-fille, il y a ma bagnole, il y a mon week-end, etc. Oui, et l'être. Alors donc, l'intuition de Parménide. Alors, de là, vous comprenez tous les paradoxes, vous savez bien connus de Zénon, c'est qui vous racontait. Le mouvement n'existe pas, la preuve. Vous prenez une flèche. C'est ce qu'on dit Valérie, vous prenez une flèche. Une flèche qui vole à sa cible. Très bien, mais pour aller à sa cible, il faut d'abord qu'elle franchisse la moitié du parcours. Mais avant d'arriver à la moitié de la distance, il faut que la flèche elle-même arrive à la moitié de la distance. Ah oui, mais avant d'arriver à la moitié de la moitié, il faut aussi qu'elle arrive à la moitié de la moitié de la moitié. Bon, bref, puis en continuant comme ça, jamais la flèche n'a pu démarrer. Alors, je ne sais pas comment il faisait quand il sautait du haut de la tour Eiffel, parce qu'en effet, il ne pouvait pas non plus arriver tout en bas, mais le fait est donc que pour lui, le mouvement n'existe pas. Alors, donc, ce fameux sophisme aussi, le sophisme de la flèche, d'Achille qui ne rattrape jamais la tortue, etc. Bon, tout ça. Tout ça, c'est donc pour démontrer que le mouvement n'existe pas. Donc, question quand même très très aiguë. Alors, le mouvement existe ou n'existe-t-il pas? Alors, pour résoudre cette question-là, il va y avoir d'autres philosophes qui vont apparaître. Maintenant, donc, la question au centre, c'est la question du mouvement. Et les 2 philosophes nouveaux qui vont apparaître sont Empédocle et Anaxagore. Empédocle, E-M-P-E-D-O-C-L-E. Alors eux, naturellement, ils se sont trouvés pris face à l'antinomie, pourrait-on dire, face à la dualité d'opinion, Héraclite, Parménide. Qui a raison? Ils sont là pour trancher le problème. Mais ça, ils ont posé un problème très aigu. Comment savoir, est-ce que oui ou non le mouvement existe? Et si le mouvement existe, à ce moment, est-ce que tout bouge? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de permanent? Donc c'est la question qui se pose. Et ils se disent, avec beaucoup d'intelligence, bon, jusqu'à maintenant, on a parlé du mouvement. Mais est-ce qu'une manière de résoudre le problème ne serait pas de se demander, y a-t-il une cause au mouvement? Ce ne serait pas une solution pour pouvoir justement trouver la réponse au dilemme? Alors, qu'est-ce que nous dit Empédocle? Empédocle habite, comme vous savez, Agrigente, en Sicile. Bon, alors, Empédocle, comme Pythagore, croyait à la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation, hein, mais ça ne nous intéresse pas immédiatement. Alors, il nous dit, comme Parménide, c'est vrai, l'être ne commence pas, ne finit pas. Oui, d'accord avec Parménide. Mais, il est malin, je suis aussi d'accord avec Héraclite, tout est en conflit. Mais il n'est pas dur d'accord, donc. Il dit, mais on va unifier. Alors, comment unifier? Il dira, il y a quelque chose qui devient, à savoir les différentes combinaisons possibles entre les particules qui composent les êtres. Ce qui devient, ce sont les particules qui vont se combiner de manière différente. C'est quoi d'ailleurs ces particules? Bien, Empédocle est le premier à avoir posé la fameuse théorie des 4 éléments. Il dira que les particules sont formées de 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, l'air, le feu.
Bon, là aussi, ça fait sourire. Hein. Il dira que donc toutes choses sont faites à partir des 4 éléments, eau, terre, air, feu. La physique contemporaine, quand elle parle des 4 états de la matière, finalement, ne fait qu'affiner. Hein. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, puis le plasma. Ça correspond à ça. C'est quand même mieux vu. Donc, il y a 4 éléments, et les choses vont devenir simplement en se combinant. L'eau qui va se condenser ou se mélanger à la terre, ça donnera de la glace. Mais dit-il, en plus, et c'est là où justement il va unifier, il y a une cause. Et la cause, c'est très beau, il dit que la cause qui permet l'unification, ou au contraire le conflit, c'est l'amour et la haine. Donc il y a des causes aux choses qui sont l'amour et la haine. Alors tantôt c'est l'un qui vainc, lorsque l'un est vainqueur, il y a unification. Tantôt c'est la haine qui va vaincre, et à ce moment-là ce sera le conflit. Mais voilà comment il résout. C'est intelligent. C'est bien trouvé. Et puis il y a Anaxagore. Anaxagore qui habite Clazomène, C-L-A-Z-O-M-E-N-E, qui lui va dire aussi que, bon, il y a une cause matérielle. Alors lui il parlera de ce qu'on appelle les homéomères, bon peu importe, il dira que il y a des parties élémentaires semblables qui composent toutes choses, par exemple, il y a des parties de cheveux, des parties d'os, des parties de dents, etc. Et toute chose est composée de ça, mais en quantité différente. Bon, peu importe. Mais il dira surtout que pour expliquer l'unification, la raréfaction, pour expliquer l'apparition des choses, il y a une cause, et cette cause, nous dit-il, c'est, ça c'est fabuleux, c'est l'esprit. L'esprit avec un grand E, si vous voulez, peu importe, le nous, comme on dit en grec, c'est l'esprit. Alors juste une petite parenthèse, là c'est quelque chose d'assez fabuleux quand même. Hein. On voit à quel point il progresse. Anaxagore est le premier à avoir conçu qu'il existe une réalité qui n'est pas absolument réductible à la matière. Alors je ne dis pas, je ne vais pas lui prêter un spiritualisme exagéré, hein, c'est pas ça. Mais Anaxagore est le premier à soupçonner que pour expliquer le devenir des choses, la matière ne suffit pas forcément. Bon. Alors voyez un petit peu tout le progrès, puis voyez l'importance, ça s'agit d'enseignement. D'abord l'importance des questions, cette espèce d'interrogation permanente, et en plus l'importance de la tradition. Ils se posent les questions en fonction de l'héritage qu'ils ont reçu. Ils se disent, mais bon, Parménide et Héraclite ont posé un problème, essayons de voir ce qu'il y a derrière ce problème. Au lieu de dire, tout ce qui est derrière moi, de toute façon, derrière moi c'est le déluge, c'est idiot, ce qu'on a fait ça sert à rien. Ils disent, mais tenons compte de leurs questions, essayons de répondre, et de voir que, qu'est-ce qu'il disait ça? C'est Newton qui disait, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. C'est ça. Et qu'en l'occurrence, s'appuyant sur ce qui était dit avant, ils peuvent vraiment avancer. Alors, la grande trouvaille, là, c'est qu'ils découvrent qu'il y a besoin d'une cause et d'une cause motrice chez Empédocle et Anaxagore. Bon, puis ultimement, dernière école, Leucippe et Démocrite. Leucippe, L-E-U-C-I de P1, et Démocrite. Ils sont très importants. Même si la rupture est avant. Hein. Empédocle avec l'intuition du nous, c'est que moi je reviens parce que c'est tellement capital. Empédocle est vraiment la rupture. Hein. C'est vraiment celui qui prépare Socrate, Platon, Aristote, qui sont les 3 grands. C'est vraiment lui. Parce que cette intuition de l'immatérialité, c'est ce qui permettra à la philosophie de faire un bond en avant. Bon, alors Leucippe et Démocrite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Leucippe est aussi de Milet, hein, comme Thalès, Anaximandre, Anaximène. Leucippe va nous dire, c'est intéressant, tout est composé d'atomes. Alors, attention, le mot atome, vous savez ce que ça veut dire, hein, étymologiquement? Atomos, non divisible, non sécable. Donc tout est composé de petites particules insécables, éternelles, indivisibles. Puis à côté de ça, il y a le vide, le non-être, à côté. Donc il y a les atomes et le non-être. Et pour expliquer le devenir, c'est très simple. Les atomes bougent et se rencontrent. Et la rencontre explique que les choses deviennent. Alors, je sais pas, vous savez les atomes au début, bon, telle agglomération donnera un caillou, telle autre agglomération différente donnera une plante, etc.
Alors, il y a des choses amusantes. Ils vous diront, bon, au début, il apparaissait qu'un corps sans tête, et puis après ça, bon, il y a une tête qui est apparue, ou sans oreille, puis une oreille qui apparaît. Ça dépend un petit peu de l'agglomération des différents atomes. Bon. On va voir après que c'est vraiment intéressant. Et puis il y a Démocrite, qui habite Abdère, A-B-D-E-R-E. Lui dira la même chose. Il dira que toute chose est composée d'atomes. Et lui précisera encore plus, il dira, les atomes, eux, s'agglomèrent entre eux, il dira carrément, à cause du hasard. Les atomes sont là, alors ce sera précisé par Épicure, etc. Il dira, les atomes tombent en fait. Les atomes tombent, puis de temps en temps un qui tombe mais qui dévie un petit peu. Ça s'appellera le clinamen, il dévie un petit peu, et le fait qu'il dévie un petit peu permettra aux atomes de se rencontrer. Or, coup de chance, les atomes ont des petits crochets. Ces fameux atomes crochus. C'est ça l'atome crochu, ça vient de là. Et l'atome crochu permettra, hop, aux atomes de s'accrocher ensemble. Et petit à petit, comme ça, par le coup de bol, donc par le hasard, les choses s'aggloméreront. C'est ça. Alors, c'est passionnant. Parce qu'on se rend compte que là, il n'y a plus de cause du genre l'amour, la haine, l'esprit. La cause maintenant explicative des choses, c'est quoi? C'est le hasard. C'est le hasard. Alors, ayant rapidement parcouru tout ça, parce que la philosophie grecque est bien plus vaste, maintenant on va voir apparaître les sophismes, mais on n'en parle pas. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Ça peut paraître un petit peu abscon, ça a l'air de vous décourager de faire sur la philosophie, parce que je donne des noms qui font un pied de long. Non, c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, de manière positive, parce qu'on se rend compte que petit à petit, ils ont mis en place tout le grand édifice de la philosophie de la nature. Chacun à sa place. Chacun petit à petit, ils ont posé une pierre de touche, ils sont comme une pierre d'attente eux-mêmes. Et en l'occurrence, ils ont permis de fonder ce qu'Aristote appellera justement la théorie des quatre causes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Quand on se trouve face à une réalité, on peut se poser 4 types de questions face à elle. Prenons l'exemple d'une statue. D'abord, une statue, on peut se demander en quoi c'est fait. En marbre. Belle statue. En quoi c'est fait? On répondrait en marbre. Ensuite, quelle forme ça a? Quel est son... Qu'est-ce que c'est finalement? La forme, ça répond à la question, qu'est-ce que c'est? La pietà. Ensuite, qui l'a faite? Le Buonarroti. Vous savez, lorsque le sauvage avait... Le sauvage, c'est un tchèque, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait agressé, quand il avait abîmé la main, on s'était à ce moment-là rendu compte en regardant dans la main de Marie qu'il y avait un M qui correspond au M de Michel-Ange. Genre, nous aussi parfois on a un M, donc c'est pas tout à fait. Et dernière question, non plus, qui l'a faite, mais pourquoi c'est fait? Pourquoi en 2 mots, Jean le Péfinet qui dit, quand il rencontre des fiancés, il demande toujours pourquoi vous vous mariez? Alors ils répondent toujours la bouche en cœur, parce qu'on s'aime. Mais c'est bien. Non, je ne demande pas pourquoi, je demande pourquoi. Pourquoi? Comme ça, vous répondez par, justement, c'est Michel-Ange qui a fait la statue. Mais pourquoi? En 2 mots, pour quelle raison? C'est autre chose. Les fiancés, on s'est pas posé la question, justement. Ils découvrent. Alors, pour quelle raison la statue? Je sais pas, il a fait ça parce qu'on a fait une commande, par exemple. Ça fait une commande, il l'a fait. Il le fait pour faire quelque chose de beau. Et donc, il y a 4 questions fondamentales. Il n'y en a pas d'autres. Vous pourrez chercher ce que vous voulez, il n'y en a pas d'autres. Tout se réduit à ces quatre questions. Et ces 4 questions me donnent chacune une cause. Cause au sens étymologique, c'est-à-dire me donne une cause. Étymologiquement, aïsia, en grec c'est cause, ça vient de responsable. C'est le même mot que responsable. Aïsia désigne d'abord la responsabilité. La cause, c'est ce qui répond de. Quand je suis responsable de quelqu'un, je suis cause de ses actes. On vous demandera compte, parce que vous êtes sûrement responsable de la personne.
Et donc, il y a 4 causes aux choses. Lorsque je me demande en quoi c'est fait, je réponds en donnant la cause matérielle. Quand je pose la question « quelle forme ça a ? Qu'est-ce que c'est ?» je vais donner ce qu'on appellera la cause formelle. Troisièmement, quand je réponds à la question « qui a fait ?», j'aurai la cause efficiente. Par parenthèse, en fait, le mot cause aujourd'hui désigne presque exclusivement la cause efficiente. Mais ce n'est pas tout à fait légitime, même si c'est la première acception du terme. Et enfin, pourquoi c'est fait me donnera, la réponse à cette question me donnera la cause finale. Donc 4 causes, matérielle, formelle, efficiente, finale. Ça, vous serez impardonnable si vous ne le savez pas par cœur, bien sûr. Alors c'est très intéressant ces 4 causes, parce que si un jour vous avez un exposé à faire sur un sujet, vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours baratiner en prenant les 4 causes. Si on vous demande, je ne sais pas moi, la culture des pissenlits en Amazonie, par exemple, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet, c'est vrai, mais on peut toujours partir à la cause matérielle du pissenlit, la cause efficiente, à quoi ça ressemble, quel type de culture et à quoi ça sert. Ou vous remplissez au moins, ne serait-ce qu'en expliquant les 4 causes, vous remplissez au moins 5 minutes. C'est pas mal, il n'y a pas beaucoup qui pourront faire ça. Hein. Il y a juste ceux qui rentrent à l'ENA qui savent faire ça. Hein. Alors, on leur demande des sujets du genre, parlez-moi de l'asphaltage de la Voie lactée. C'est intéressant. Hein. Goudronnage, vous préférez le goudronnage de la Voie lactée. Alors, donc, les 4 causes me disent ce que c'est qu'un être. Or, quand vous regardez ce qui s'est passé, eh bien vous vous rendez compte que les philosophes grecs ont petit à petit découvert les 4 causes. L'école de Milet a découvert la cause matérielle. En quoi c'est fait ? De l'air, de l'eau, de l'indéfini, ce que vous voulez, mais en quoi c'est fait ? Deuxièmement, Pythagore, toute l'école de Grande Grèce, l'école de Crotone, a soupçonné la cause formelle. L'ordre entre les choses, c'est déjà, ça approche la cause formelle. Il y a un ordre dans la nature qui ne se réduit pas seulement à la matière. Héraclite, Parménide, et puis surtout Empédocle et Anaxagore, eux, ont posé la cause efficiente. Amour, haine, etc. Quant à la cause finale, la grande délaissée, qui vous a bien fait suivre tout à l'heure, celle-là, en fait, personne ne l'a véritablement clairement vue. Personne ne l'a véritablement vue. Il n'y a finalement qu'en creux Leucippe et Démocrite qui l'ont posé, parce qu'eux ont posé comme moteur des choses le hasard. Et justement, le hasard, c'est l'antifinalité. S'il fallait écrire un livre pour répondre à M. Monod, il est pas mal, ce serait non pas le hasard et la nécessité, c'est un très mauvais couple. Et vous savez que le mot hasard et nécessité, d'ailleurs, est hérité de Démocrite. Il l'a repris à Démocrite. D'ailleurs, c'est la dédicace, la page de garde. Ce qui montre bien, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Mais donc, en fait, il faut écrire un livre, ce serait hasard et finalité. Ou hasard et contingence, mais c'est pas hasard et nécessité. Bon. Et puis, deuxième conséquence qu'on peut en tirer. Donc, on se rend compte que les philosophes grecs ont petit à petit mis en place tout l'édifice. Ils ont mis 3 siècles, ils ont mis du temps pour accoucher, mais c'est quand même beau. Petit à petit, ils ont mis en place tout. Et deuxième conséquence qu'on peut en tirer, qui est intéressante, c'est, comme disait Salomon, la sagesse de Salomon, Nikim novi soupsolé. Il disait ça en hébreu, bien sûr. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. Ah, Salomon, bah oui, le grand Salomon. Et en effet, c'est frappant de voir qu'aujourd'hui, on ne fait que rééditer les erreurs, si on peut dire, les erreurs qu'ont faites tous les philosophes grecs. Ils étaient bien excusables, les premiers philosophes grecs. Eux, ils découvraient. En effet, il y a comme 3 grandes manières de se tromper, le mot est un peu dur, mais en tout cas de faire du réductionnisme en science. Il y a 3 manières. On peut le déduire de ce qu'on vient de voir. La première, c'est de tout expliquer
par la cause matérielle. De croire que la cause matérielle est exhaustive de l'explication de l'univers. Ça s'appelle comment, ça? Le matérialisme, bien sûr. Je ne fais pas un dessin, hein. Le matérialisme, bon, les grands prophètes du matérialisme sont Karl Marx, bien sûr, Feuerbach d'abord, hein, qui est le maître à penser de Karl Marx, qui fait la jonction entre Hegel et Marx, et puis un autre, qu'on oublie trop souvent, qui est Auguste Comte. Ah, très très important, ça, Auguste. Deuxièmement, donc c'est le matérialisme. Deuxièmement, tout réduire à la cause formelle, comme M. Pythagore. Cette réduction à la cause formelle, c'est le formalisme, bien sûr. Alors le formalisme, on ne trouve pas véritablement un état caricatural, mais certains structuralismes sont véritablement des formalismes, hein, les structuralismes qu'on trouve dans différents domaines, qu'on peut trouver, je ne sais pas moi, aussi bien en logique, qu'en linguistique, en psychanalyse, etc. Cette manière de tout réduire à état de structure. Un Claude Lévi-Strauss, par exemple, est structuraliste, explique tout en termes de forme. Tous les liens, justement les structures élémentaires de la parenté, qui est sa grossesse de doctorat, tout s'explique en termes de forme. Aujourd'hui aussi, une certaine lecture de la Bible qui est parfaitement structuraliste, qui réduit tout à la forme, au mécanisme. On peut réduire un texte en ses chiasmes, inclusion, etc. Troisième type de réduction, et par rapport au formalisme, excusez-moi, le mathématisme est finalement un formalisme. Tout voir à travers un réseau de relations, un réseau formel, c'est un réseau donc quantitatif, c'est du formalisme. Et troisième type de réductionnisme, c'est n'expliquer la nature que par la cause efficiente. C'est ce que l'on appellera proprement le mécanisme, ou mécanicisme. Le mécanisme, donc, va estimer que l'efficience, indépendamment de la finalité, suffit à me donner le pourquoi des choses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, on peut voir ça comme des erreurs, c'est vrai, parce que c'est beaucoup trop radical. L'erreur n'est que dans le ne que. Si je dis la seule explication, c'est la cause efficiente, c'est trop court. On va le voir quand on va parler de la finalité tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chacun me dit quelque chose de vrai. Il faut la matière, il faut la forme, il faut l'efficience, puis il faut la finalité.